Bien, maintenant, je voudrais commencer par mettre les choses historiquement en place, parce que j'ai constaté, et cela avec un certain étonnement et aussi plaisir, à quel point chaque phase historique laisse sa trace, et si on ne la connaît pas, il agit comme un incompris qui introduit de la confusion. Le début de cette aventure précède la rencontre intellectuelle entre Henri Boulouette et moi. Il a commencé avant à réfléchir à la manière dont on agit quand on veut créer des objets qui n'existent pas, ce qui n'est pas le cas en physique, où on veut étudier des objets, je dis objets entre guillemets, je reviendrai dessus, qui sont posés préexister, ce qui est souvent faux. Eh bien, il a eu cette préoccupation, il s'est concentré de façon tout à fait solitaire et tout à fait improbable sur ces questions-là, de ce degré de fondamentalité, et il a organisé une espèce de recherche fondée sur ses propres intuitions qui a donné lieu à la formation d'une petite équipe, à des enregistrements, à des vérifications et à l'acceptation par le ministère de l'Industrie de l'époque d'un projet qui s'appelait VETES, qui a alloué sur son nom et le nom de cette équipe 1 million d'euros. Seulement ce projet, une fois qu'il est arrivé après ça, et Philippe Gippel nous répondra là-dessus, bien qu'il ait été absent à l'époque de la scène, ce projet n'a pas eu lieu parce que la somme est partie ailleurs. Bref, le projet n'a pas été exécuté. Après quelque temps est passé, et par une coïncidence assez extraordinaire, a posteriori, quand on imagine la situation, il est tombé sur un livre que j'avais écrit, que j'avais poétiquement intitulé Sur le tissage des connaissances, mais qui était un livre extrêmement ardu à lire et qui provenait de mes étonnements de très très longue date et très évolués en ce qui concerne la manière dont on pourrait un jour faire un sens, vraiment un sens, une véritable compréhension de ce qu'on appelle le formalisme de la mécanique quantique. J'avais abordé ce sujet et je me suis rendu compte que les relativisations descriptionnelles sont partout à l'intérieur et en dessous des mathématiques de la mécanique quantique. Et sur cette base, je me suis demandé s'il n'était pas possible de partir de là, d'en dessous de ce formalisme, et de reconstituer le sentiment à partir de cette démarche souterraine. Et j'ai essayé longtemps sans réussir. Donc j'ai laissé de côté ce sujet, tout en lui donnant un titre pour savoir où revenir. Je l'ai appelé dans mon imagination l'inframécanique quantique, en dessous du formalisme de la mécanique quantique. Mais j'ai abandonné, parce que à chaque fois que j'avais un point précis où je sentais pouvoir progresser, il me manquait l'environnement conséquent. Et puis finalement, j'ai décidé de laisser de côté l'inframécanique quantique et d'essayer de créer un environnement conceptuel où un jour je puisse insérer, entre autres, cette inframécanique, mais un cadre général. J'ai appelé ça une méthode générale de conceptualisation relativisée et j'ai commencé à en faire des épreuves successives. Et l'une d'entre elles, la plus avancée, a été celle publiée par Sylvie Merkel dans les éditions Ernest Lavoisier, où elle a fait
un travail remarquable de deux points de vue. D'abord, de vouloir être intéressé par le sujet, et puis ensuite de l'éditer, et de l'éditer dans le sens vrai du terme, en comprenant chaque chose, en mettant les idées en évidence, et ainsi de suite. Et ce livre-là est tombé par hasard entre les mains d'Henri Coulon, qui raconte que cela lui a donné envie de le prendre en cadre. Il m'a écrit une lettre extrêmement surprenante en disant que lui, avec un groupe d'ingénieurs, pensait pouvoir appliquer cette espèce de cadre formel à la production, à la conception et la production de voitures. Alors j'ai trouvé la chose absolument irrecevable, ridicule, mais disons par politesse et par sympathie scientifique, j'ai voulu les connaître. Il s'est présenté avec Vincent Brinjon qui est aujourd'hui à côté de moi, et ils m'ont expliqué très longuement, au-delà de la demi-heure prévue initialement, pendant des heures et des heures, comment ils pensaient que la méthode que j'avais élaborée pour des entités physiques qui sont supposées préexister, bien qu'elles ne soient pas vraiment décrites, comment pour les décrire, il est convenable de mettre en évidence certaines relativités fondamentales et constantes, et que j'ai élaboré de cette manière-là. Donc il a dit on peut appliquer, parce que la phase de conception qui met en jeu des entités psychiques est tout à fait embedded, si je peux dire, dans le cadre de ma méthode. Et petit à petit, ils m'ont convaincu, et ça m'a paru passionnant. Donc ça a commencé de cette façon-là. Et puis, il se trouve qu'il a eu les mêmes tribulations que moi. Il a essayé d'appliquer directement au cas qui l'intéressait de la construction de voitures et d'artefacts ont généralisé au fur et à mesure. On sentait que ça a débordé, que ça allait plus loin, que ça tombait sur un fond plus bas, et qu'à la fin, ça s'arrêtait quelque part sur un plancher où toutes ces particularisations ne sont que minuscules face à ce qui se présentait comme terrain ouvert. Et sur ces trajectoires-là, il a eu ma réaction, il a dit je dois laisser tomber l'ingénierie relativisée et faire d'abord une systémique relativisée. Et puis ensuite placer l'ingénierie relativisée dans le cadre que j'aurais constitué. Et il a abordé ça, ce qui m'a semblé d'emblée d'un courage tout à fait inusuel. D'autre part, pas impossible à cause de ma propre expérience, mais infiniment difficile. Infiniment difficile pour des raisons d'expression. D'autant plus qu'il était un peu victime, et je crois qu'il l'est encore à un certain degré plus grand que le mien, de l'idolâtrie mathématique. C'est-à-dire, il avait l'impression que pour que ça soit vraiment rigoureux, il fallait mathématiser. Or, il se trouve que dans des choses de ce degré-là, de fondamentalité, formaliser et mathématiser sont deux choses tout à fait différentes. On peut formaliser d'abord, la logique formalise, sans mathématiser d'emblée, car les mathématiques, comme tout le reste, est absolutisant et classique et n'embrasse pas. Donc voilà la trajectoire. Et sur cette trajectoire, il s'est mis en œuvre et il a réalisé quelque chose qui produit de l'étonnement, parce qu'on se demande, et j'ai lu cet étonnement dans les deux rapports d'ailleurs tout à fait surprenants que nous avons eus de la part des rapporteurs, comment on peut être inspiré par quelque chose qui procède de la mécanique quantique pour parler de construction d'artefacts. Par quel fait?
Alors, ma première figure a le but de répondre avec la deuxième qui suivra à cette question fondamentale, parce que je crois que ça montre le niveau auquel se place la recherche de Henri Boulouet et quels sont ses apports, qui sont plus nombreux qu'on ne le pense et plus fondamentaux. Donc, regardez cette espèce de V. C'est une chose avec laquelle je me suis battue pendant des dizaines d'années. La première horizontale est le niveau de conceptualisation usuelle, que j'appelle macroscopique, et où on a affaire à ce qu'on appelle des objets, et on pense que les objets sont le paradigme de la matérialité. Ça, c'est un objet, on le voit, on le touche. Et puis, à partir de ce niveau-là de conceptualisation, on a commencé, vers 1900, un peu avant, à descendre vers du plus petit et plus petit, vers les molécules et les atomes, dont d'ailleurs la plupart des physiciens contestaient l'existence, entre guillemets. Ils disaient c'est philosophique, c'est antique, ça n'a rien à voir avec la science moderne qui est de l'énergie, c'était les énergéticiens. Mais il n'empêche qu'avec la chimie, avec Avogadro, etc., on a été bien soutenu pour descendre du niveau du palpable et du visible immédiatement pour imaginer des modèles en dessous, des modèles sous-jacents. Ça a été donc la naissance de la physique moléculaire, ensuite de la physique atomique, et cela s'avançait de façon triomphale jusqu'au problème de la constitution des atomes. Et quand on est arrivé là, avec le modèle de Rutherford et de Thomson, les choses ont commencé à se gâter. Il y a eu des problèmes qui sont apparus en relation avec les échanges entre énergie rayonnante et ses structurations, et on s'est rendu compte que le modèle qu'on avait à la base, qui était un modèle de petites billes qui font structure, comme le Soleil fait structure avec les planètes, on disait il y a le noyau et autour il y a les électrons. Seulement, ça mange de l'énergie, ça crache de l'énergie. Et la manière de représenter ça n'était plus mettable en relation vérifiable et vérifiée avec les modèles structurels. Ni structurels, ni, disons, ça ne marchait plus, le modèle de billes qui tourne autour d'autres billes. Et là, ça a été une crise totale. Et à l'intérieur de cette crise est apparu, à un certain moment, 1923-27, le modèle de Louis de Broglie, ont des particules à la fois. Et avec ce modèle, on a pu avancer, et puis est apparue la mécanique quantique, avec les mathématiques qu'elle introduisait, et qui faisait des prévisions pour des systèmes liés, notamment des atomes et des molécules. Seulement qu'il y avait un problème. On ne comprenait pas pourquoi les mathématiques qu'on mettait devant marchaient. On ne comprenait pas. Parce que ces mathématiques, c'est moi qui dis parce que je suis arrivée à cette façon de parler très lentement. Ce qui se passe, c'est que les gens voulaient, tout en descendant comme ça, de plus en plus bas avec des modélisations classiques, arriver jusqu'à toucher l'absolument inconnu avant, qui est l'horizontale, qui est la deuxième,
Et de parler de choses que jamais on ne perçoit, jamais on ne touche, vraiment quelque chose qui n'a absolument aucune existence concrète pour l'homme, et néanmoins arriver à créer des connaissances face à ça. Comment on crée des connaissances face à ça? Et vous voyez, avec les relativisations descriptionnelles, dont j'ai fait une espèce d'échafaudage, on peut expliquer qu'en descendant et en renonçant à toute modélisation, il y a une façon d'extraire, à un moment extrémal, quand vous faites relation avec du factuel encore entièrement aconceptuel. Il y a façon de piéger, d'extraire, comme un pêcheur prend de l'océan un petit poisson sans savoir encore ce qu'il est, puis le tire avec le filet à la surface, on extrait un morceau de substance qui n'a aucun sens, qui n'est pas conceptualisé. Et puis c'est celui-là, et on se demande comment, c'est sous la deuxième horizontale petite que j'ai tracée là, il se passe quelque chose qui fait que, à partir de là, si vous voulez remonter vers le niveau classique et faire la connexion, eh bien vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Il y a quelque chose qui manque, il y a un vide, il y a une anxiété et il y a des mathématiques. Et je me suis rendu compte petit à petit que ce qui se passe, c'est qu'on peut aller vers le haut de façon asymétrique avec la descente, à condition de réinjecter le modèle de l'univers. Il faut un modèle pour notre mentalité classique, et qu'à partir de là, dès que vous avez le modèle, vous donnez les conditions nécessaires et suffisantes pour pouvoir remonter et faire la relation rigoureuse. Ça a été ma trajectoire personnelle. J'ai appelé les descriptions qui se produisent là en dessous et qui ensuite sont en rupture de relation avec le classique, des descriptions transférées. Pourquoi? Parce qu'on n'obtient rien d'autre que d'effets d'interaction entre des appareils qu'on conçoit à votre niveau macroscopique et cette chose inconnue que vous avez attrapée d'une manière conceptuelle et physique à la fois à l'aide d'appareillage dans votre filet, et bien tout ça fait des empreintes sur des récepteurs d'appareils, et ces empreintes sont caractéristiques de quelque chose, et cette chose-là, on l'appelle soit électron, soit proton, soit etc. On la dénomme, mais on ne sait pas comment elle est, et c'est une description sans modèle. Elle est transférée, morcelée en traces observables qui ne disent rien de la façon dont c'est à l'intérieur. Absolument rien. Et là, ça devient dramatique parce qu'on voit la distinction entre quelque chose qui n'existe pas, mais qui peut faire des traces, n'existe pas encore dans les concepts, mais peut faire des traces, et qu'ensuite, on voit que cela se met en relation avec les objets. Que fait Henri Boulot? Reprenons le même V. Il dit, je suis dans le macroscopique, moi, et je ne veux pas descendre dans le microscopique, ce n'est pas mon problème. Je veux imaginer des entités qui n'existent pas, mais qui soient tangibles, visibles, etc. Donc, de ce point de vue, je suis dans le classique. Seulement quelque chose qui est tangible, visible de certains points de vue peut ne pas l'être de tous les points de vue. D'ailleurs, tout est un flux absolu. On ne peut jamais épuiser tous les points de vue desquels quelque chose peut être perceptible à un sens donné ou un autre. Et donc, il introduit une horizontale, c'est ma façon de parler, pas la sienne,
une horizontale qui est une horizontale de degré de transfert d'une description relativement à tel ou tel aspect. Quelque chose, un objet comme celui-ci, qu'on voit, qu'on touche, si vous voulez savoir sa structure chimique, eh bien, face à ça, ce n'est pas disponible. Donc, ça, il faut faire des études qui laissent des traces, et face à ça, ça a le caractère d'une description transférée. Donc, il est allé avec la relativisation jusqu'au bout. Chez moi, c'était tout ou rien, ou bien entièrement transféré, ou bien modélisé. Il met cet intermède-là, qui est essentiel, et qui est une sorte de curseur que l'on peut déplacer le long de la verticale de conceptualisation, et à chaque fois considérer d'une part ce qui vous donne l'objet au sens classique par ses dimensions, ce qu'on connaît immédiatement le concernant, et d'autre part poser tous les problèmes qu'on veut face à cet objet par le degré de transfert. Donc voilà un apport extrêmement important. On va avec la relativisation jusqu'au bout, c'est-à-dire c'est pas tout ou rien, c'est face, associe et sort. Ensuite, une fois qu'il a ce curseur que l'on peut déplacer, il se pose la question suivante. Comment je descends et comment je remonte? Dans ma méthode de conceptualisation relativisée, la manière d'introduire l'entité objet et la manière de l'étudier face à telle ou telle grille de qualification sont des données. Je dis qu'il faut toujours avoir une manière d'introduire l'objet en tant qu'objet d'étude. Il faut avoir une manière de le qualifier parce que ce qui n'est pas qualifié n'est pas connu. Et c'est tout ce que je dis. Et lui, il a pris en charge de montrer dans son cas, avec le curseur mis de façon intermédiaire, de représenter la manière d'un angle normal classique qui veut introduire un objet et qualifier l'objet. Mais un angle classique, il agit de façon causale, de façon pas seulement causale, mais aussi finalisée parce qu'il veut ceci ou cela. Et là apparaît de façon tout à fait explicite un aspect que moi j'avais négligé parce qu'on dit en science et surtout en physique, on dit la science est objective, la science est consensuelle, et avec ça on couvre dans de l'uniformité un problème essentiel qui est la finalité. On a la finalité de connaître, elle est là. Et cette finalité de connaître qui est là, elle a ensuite un continuum de manière de se manifester. Je veux connaître ceci ou cela, selon le domaine, les façons de faire sont tout à fait différentes. Et il en est de même pour les qualifications. Donc, le référentiel épistémique, la manière d'introduire l'objet, le G, la manière de le qualifier, le V, la vue, tout cela est une chose qui admet la question de savoir comment on agit pour réaliser, pour le mettre à l'œuvre. Et il a entrepris de représenter le référentiel épistémique de façon finale, causale, et que la causalité et la finalité soient reliées explicitement. Et ça, c'est un deuxième apport qui me paraît absolument fondamental. Donc, vous voyez qu'on est devant un essai d'aborder des questions qui sont extrêmement fondamentales et un courage tout à fait singulier d'essayer d'exprimer et de les rendre consensuels. Comment on rend consensuel le choix, la structuration de la manière de mettre sur table un objet inexistant, mais qu'on veut faire exister pour des buts très explicites et soumis à ces buts,
et comment ensuite on qualifie d'abord mentalement ce qu'il appelle l'anticipation, et ensuite on vérifie que toute cette programmation dans la manière de faire avec le référentiel épistémique a bien agi et qu'on a réussi à faire l'objet physique. Voilà tout ce qu'il a eu le courage d'affronter. Donc, je dis cela en grande partie à l'adresse de M. Bachimon, parce que je comprends tout à fait les frustrations qu'il nous a déclarées tout à l'heure, étant dans l'inconnu le plus total de l'histoire de la chose d'abord, et puis ensuite de l'absence aussi d'une vue vraiment de très haut de ce qu'apporte la thèse de Henri Boulry, qui, le pauvre, a été noyé dans le problème d'élucider et d'exprimer. Il n'a pas encore eu les 34 ou les 40 années qu'il faut pour vraiment transparenter un exposé. Mais je dis qu'il a fait une chose absolument improbable a priori, en se posant de tels problèmes et en se battant avec ces problèmes jusqu'à ce qu'il en trouve plus l'expression, ne serait-ce qu'une expression préliminaire. Il a eu là un courage qu'il faut révérer. Il s'est battu dans un milieu extrêmement adverse à cette espèce de préoccupation, on peut l'imaginer, où il a été soutenu par un seul être, à savoir M. Philippe Giquel, qui est ici à côté de nous, et qui a voulu rééditer la phase du VTS, mais il a échoué de quelque manière, peut-être il ne veut pas vous dire pourquoi, mais il a échoué. On a fait un contrat là-dessus et le contrat n'a pas été suivi. Donc on est devant cette chose incompréhensible à première vue, qui est une thèse qui part sur une ingénierie système qui aboutit à une systémique relativisée, qui est fondée sur des tests qui ont été faits, qui ont eu du succès, qui ont conduit à un logiciel fabriqué, qui ont donné assez de confiance à un dirigeant de son institution pour qu'il soutienne une thèse et pour qu'il projette une autre VTS, mais qui ne réussit pas, et je peux imaginer mille manières desquelles cela a pu échouer. Donc, voilà ce qui s'est passé. Je voudrais terminer avec deux images. C'est un tableau de Dali que probablement beaucoup d'entre vous connaissent très bien. Où on a l'impression d'abord de voir une sorte de grand visage, mais ce n'est pas tout à fait ça. Ensuite, on voit qu'il s'agit d'un vase qui rejoint le ciel sur le fond. Ensuite, on distingue une espèce de chien, mais qui termine en queue de cheval, etc. Et ce sont les relativisations du réel, ces objets qui nous semblent tellement évidents, tellement indiscutables, matériels et consensuels. Et bien voilà, Dali, à quel point il était conscient des relativisations descriptionnelles. Comme moi, comme lui. Et je trouve que dans un domaine de ce genre, quand il y a 3 personnes qui sont frappées, ça fait statistique. Et ça agit. Et je voudrais terminer avec l'autre image. C'est un autre tableau de Dali. J'ai appris à cette occasion, en cherchant ces images qui m'étaient fournies en avance, j'ai trouvé dans un grand volume sur Dali l'information qu'il a eu une dernière époque qui, par ce spécialiste, est dénommée son époque cognitiviste. Et c'est
des années 37, où ces deux images ont été faites. Ça s'appelle La métamorphose de Narcisse. Le choix de ce tableau m'a été inspiré entre autres par le fait que dans le rapport de M. Alain Mille, on retrouve à presque chaque paragraphe la remarque, l'approche réflexive de Henri Pouilly. Et au départ, je me suis dit, tiens, pourquoi réflexif? Mais finalement, c'est ça. C'est-à-dire, cette sorte de choses. On commence toujours par les chercher en soi-même. Et si on les cherche avec suffisamment de durée et de persévérance, eh bien, il peut se produire une sorte de mort. Et que ça se transforme dans une main qui tient un œuf, duquel, au lieu d'un poussin, sort de façon tout à fait imprévue une petite pousse qui pourrait devenir un céphale. Voilà, je vous remercie. Je voulais donc dire que dans la mesure où la France est encore la France, je crois qu'une entreprise de ce genre ne peut pas rester non terminée. Il faut voir à quoi elle peut convenir. Il faut le voir. Merci.